Comme d'habitude, la session est enregistrée. Grégoire, tu m'autorises à utiliser la vidéo? Oui, oui, bien sûr. Super, merci. Et donc, elle sera sur le site dès que ce sera possible. Donc, on va démarrer. Merci beaucoup, Grégoire, d'avoir accepté mon invitation. En plus, je t'ai invité il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai de la chance, Grégoire est un copain de promo et il fait un sujet que je voulais faire depuis un petit moment. Et c'est vraiment sa spécialité, les craniosténoses et les déformations crâniennes positionnelles. Donc, je lui ai demandé de nous expliquer comment faire la distinction entre les deux, les évolutions naturelles de l'une et de l'autre, et surtout dans quel cas il est intéressant de faire de l'imagerie, dans quel cas il faut adresser à un chirurgien. Alors, je suppose que tu nous présenteras un peu l'unité dans laquelle tu travailles en neurochirurgie à la Timone. Et donc, je suppose qu'il y aura plein de questions. Alors, j'ai vu à la maison de santé Sénat, j'ai vu Lucie qui est kiné, j'ai vu Marie-Ève qui est ostéo et qui sont intéressées par ces questions. Donc, c'est super que vous soyez là, les filles. J'ai pas vu toutes les autres personnes. Pensez à couper vos micros pendant la présentation, histoire qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Et puis, je pense que tu nous autoriseras à t'interrompre éventuellement si on a une question, Bien si on sûr. a des choses qui ne sont pas très claires. Et donc, vu qu'il est 9h05, je pense qu'on peut démarrer. Donc, la parole est à toi, Grégoire. Bien, merci beaucoup, Lionel. Donc oui, voilà. Donc moi, je suis donc neurochirurgien pédiatre. Je m'occupe un peu plus particulièrement de pathologie crânio-faciale et donc surtout de craniosténose. Et je suis amené quand même à prendre en charge beaucoup de familles qui m'amènent des enfants avec des déformations crânio-positionnelles. Donc c'est deux thématiques qui sont complètement différentes, mais qui en fait, de prime abord et cliniquement, peuvent se ressembler un petit peu. Et bien souvent, on m'envoie des déformations crâniennes positionnelles pour être sûr que ce n'est pas une craniosténose. Puisque bien sûr, les déformations crâniennes positionnelles, ça ne relève pas de la chirurgie. Donc on va parler des deux. Je sais que généralement, la demande, que ce soit de la part des médecins généralistes ou des pédiatres, c'est plutôt on voudrait, euh, on voudrait savoir quoi dire pour les déformations crâniennes positionnelles, ne plus avoir peur de passer à côté d'un problème, savoir quoi répondre par rapport au questionnement sur le casque et tout ça. Bon, je me sens quand même un petit peu obligé parce que c'est mon topic principal de vous parler un petit peu de craniosténose. Et puis, en même temps, ça fait un peu voilà, de culture générale sur cette question, même si je ne vais pas rentrer dans, dans des détails trop techniques, mais je pense que ça peut être intéressant, même si ça fait partie des maladies rares. Vous serez tous sans doute amenés à en voir de temps en temps. Donc, je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc, les craniosténoses, si on doit les définir, ce sont des malformations donc crânio-faciales qui vont résulter de la fermeture d'une suture crânienne. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs sutures au niveau du crâne, sans refaire toute l'anatomie. Et en fait, avoir une seule suture fermée, ça donne ce qu'on appelle une craniosténose simple. Et quand il y en a plusieurs, on parle de craniosténose complexe. Alors, pour schématiser un petit peu, j'ai fait ce petit schéma sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez de votre côté. Moi, j'ai les visages des intervenants. Je ne sais pas comment l'enlever. Bon, peu importe. Ce petit schéma, c'est pour la ligne en pointillé. Alors, si je peux me permettre, Grégoire, Vas-y, tu ouais. peux cliquer en haut et tu as plusieurs positions. Tu peux prendre la position la plus à gauche qui te permet de pas avoir nos têtes, de nous entendre si besoin, mais de ne pas cacher ta propre présentation et puis tu peux Ouais. la Bon, écoute, déplacer là où tu peux. bon, écoute, c'est pas grave. Ouais, je vois ce que tu me dis, mais je sais pas pourquoi ma souris a disparu. Bon, peu importe. Donc, toujours est-il que la ligne je pense qu'elle est en pointillé, ça correspond à une suture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sutures du crâne, c'est ce qui permet au crâne de grandir, parce qu'en fait, la poussée encéphalique, notamment dans la première année de vie, va écarter ces sutures. Hein. Donc les deux os du crâne qui sont de part et d'autre de la suture vont avoir tendance à s'écarter. Et dans le même temps, il y a un processus d'ossification qui se fait, ce qui fait que la suture ne s'écarte pas vraiment, hein, mais il y a un processus de croissance qui se fait depuis la suture.
cette croissance, on va la symboliser par les flèches bleues ici. Or, si on a une fermeture prématurée, c'est une maladie, c'est une malformation qui est déjà présente à la naissance, qui est un phénomène qui se produit in utero. Si on a une fermeture précoce d'une des sutures, et bien cette croissance qui est normalement perpendiculaire à la suture ne va pas se faire normalement. Et donc, on va avoir une croissance compensatrice parce que du cerveau qui va se faire, la croissance de l'encéphale va entraîner une croissance compensatrice du crâne qui va se faire de façon parallèle à cette suture. D'accord ? Dessous, on a un cerveau qui grandit normalement, il grandit là où il peut, et donc il va travailler de façon plutôt parallèle parce que la suture incriminée ne permet pas d'avoir cette croissance perpendiculaire à la suture. Ça paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais quand on voit les différents morphologies après, on comprend mieux. Non, pas à la pub, là. Tu fais chier. Ah, il y a quelqu'un qui fait chier, pardon. Coralie, il faudrait éteindre. Les micros. Qui c'est qui fait chier? Alors, je continue. J'insiste sur le point que les craniosténoses ne sont pas des pathologies des fontanelles. Quoi? Donc, je vais en reparler. Depuis quand tu regardes la télé? Madame Bouvet, on vous entend beaucoup. Je sais pas où ils sont les écouteurs. Là. Ah, ouais. Donc, je disais, les craniosténoses, ce ne sont pas des pathologies des fontanelles. C'est un point sur lequel il faut être très très clair. Souvent, on s'inquiète quand on a l'impression qu'une fontanelle se ferme un petit peu trop vite. On se dit, est-ce que ça ne serait pas un problème de craniosténose? Les craniosténoses, c'est un problème de suture, ce n'est pas un problème de fontanelle. D'accord? Donc, là, je vais y revenir un petit peu. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une fermeture précoce de la fontanelle antérieure? C'est un motif de consultation assez fréquent. Déjà, il faut avoir à l'esprit qu'est-ce que c'est en fait la fontanelle antérieure et quel est l'âge normal de la fontanelle antérieure. Donc, la fontanelle, c'est un peu la réunion des sutures coronales, métopiques et sagittales. Et on a un espace là qui n'est pas encore ossifié. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore ossifié pendant les premiers mois de vie? Tout simplement parce qu'il y a une compétition entre la croissance encéphalique qui tend à écarter les sutures et à empêcher la fermeture de la fontanelle et l'ossification qui se fait. D'accord ? Et quand on regarde la courbe du périmètre crânien, dans la première année de vie, on a cette accélération importante. Et donc, dans un premier temps, c'est la poussée encéphalique qui gagne. Et donc, l'ossification ne se fait pas. Et donc, la fontanelle reste ouverte. D'accord ? Et puis, au bout d'un moment, on commence à amorcer tout doucement une phase de plateau. Et donc, l'ossification a le temps de rattraper du coup la poussée encéphalique. Et donc, on finit par avoir la fermeture de la fontanelle. Pour autant, moi, je ne connais pas l'âge normal de fermeture de la fontanelle antérieure. C'est très variable d'un enfant à l'autre. Et la seule chose à faire quand on a une fontanelle antérieure qui est petite, qui est de la taille de la pulpe de l'index, comme on dit parfois, ou qui même tend à se fermer, c'est déjà de regarder bien sûr s'il n'y a pas d'autres éléments dysmorphiques, si on n'a pas une forme de tête particulière qui soit bizarre. On peut regarder la suture métopique, qui est donc la suture qui se situe au milieu du front, qui va de la fontanelle antérieure jusqu'à la racine du nez, et qui est la première suture, la première grande suture à se fermer, et qui en se fermant, on peut faire un bourrelet qui est palpable, et qui peut aller jusqu'à fermer de façon un petit peu rapide la fontanelle antérieure sans que ça n'ait aucune valeur pathologique. Donc la première chose à faire une fois qu'on a regardé tout ça, c'est de regarder la courbe du périmètre crânien. Et en fait, si on a une courbe du périmètre crânien normale, il n'y a absolument pas d'inquiétude à avoir par rapport à la fermeture de la fontanelle antérieure. D'accord ? Ça veut dire que voilà, la fontanelle s'est fermée parce que le processus d'ossification s'est fait. Voilà, c'est tout. Si on a une croissance du périmètre crânien normale, ça veut dire qu'on a une poussée encéphalique qui est normale, une croissance encéphalique qui est normale. Si en revanche, on a une petite fontanelle ou une fontanelle fermée, mais qu'on a une stagnation dans la courbe du périmètre crânien, ça ne veut pas dire qu'on s'oriente vers une craniosténose, mais ça veut dire que le cerveau ne grandit pas assez vite. D'accord ? Et donc, on est dans une suspicion de microcéphalie. Et c'est une situation qui est complètement différente. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on a tendance à associer la courbe du périmètre crânien et la suspicion de craniosténose. En fait, ça ne marche pas trop bien ensemble. Une stagnation du périmètre crânien, c'est plutôt un problème de cerveau, généralement. D'accord ? Parce que dans la première année de vie, les craniosténoses n'empêchent pas le périmètre crânien de bien grandir.
Donc, fontanelle antérieure fermée et stagnation du PC, c'est consultation de neuropédiatrie. D'accord? C'est généralement des maladies développementales, des maladies génétiques. Ce n'est pas un problème de crâne, en fait. Donc, la craniosténose, c'est un phénomène qui est dynamique, qui sera présent dès la naissance et qui va avoir tendance à s'accentuer avec la croissance encéphalique. Très clairement, si on n'avait pas un cerveau qui grandit, on n'aurait pas la déformation. D'accord? On resterait avec une petite tête bien ronde, mais à partir du moment où on a un cerveau qui pousse, ben forcément, il va déformer le crâne par rapport au verrou qu'on a. Donc là, c'est la diapo peut-être la plus importante sur les craniosténoses, sont les différents morphotypes qu'on peut avoir sur les craniosténoses dites simples. Donc, je vous le redis, les craniosténoses simples, ça veut dire qu'on a une seule suture pathologique. D'accord? Il existe des formes qui sont plus complexes, où on a plusieurs sutures. Donc là, pour reprendre les formes dites simples, la plus fréquente, c'est la scaphocéphalie. Donc vous avez le petit schéma qui est à droite, qui montre la suture qui est fermée. Donc c'est la suture sagittale, d'accord, qui est entre les deux fontanelles, entre la fontanelle antérieure et la fontanelle postérieure. Donc, si on reprend le petit schéma avec les sens interdits que je vous ai montré tout à l'heure, la croissance qui est empêchée par la fermeture de la suture sagittale, c'est l'écartement temporopariétal. D'accord? Donc, on va avoir un crâne qui sera étroit, mais on va avoir une croissance compensatrice parallèle à la suture en question. Donc, ça fait un allongement antéro-postérieur. Donc, c'est ces enfants qui vont avoir un crâne allongé d'avant en arrière, avec un bombement frontal et occipital. Chose importante, c'est la palpation d'une crête en lieu et place de la suture. Et ça, c'est quand même assez caractéristique. La trigonocéphalie, c'est la fermeture de la suture métopique, donc la suture qui est au milieu du front, de la racine du nez jusqu'à justement la fontanelle. Et quand elle est fermée, ben là aussi, ça empêche la croissance perpendiculaire à cette suture. Donc, on va avoir un front qui sera étroit. En vue supérieure, il sera même triangulaire avec une bosse médiofrontale. Et comme on a quand même un cerveau qui pousse, eh ben on va avoir un élargissement qui va se faire derrière, un élargissement pariétal. La trigonocéphalie s'accompagne d'un hypotaylorisme, donc les deux yeux qui sont très proches du nez. La plagiocéphalie antérieure, alors c'est la fermeture d'une seule suture coronale, d'accord, soit la droite, soit la gauche. Et donc, c'est comme si on avait pincé de part et d'autre de la suture. Et on va avoir donc du coup l'orbite qui va être attirée vers la suture qui est fermée et à l'inverse une bosse frontale contralatérale. Je vous ai mis en haut une petite image de pince à linge et en fait quelque part c'est un petit peu l'image que l'on peut se faire si on veut comprendre le morphotype par rapport à la suture qui est incriminée. Il faut imaginer que l'on pince de part et d'autre de la suture. D'accord? Donc si vous imaginez votre suture coronale droite par exemple, eh ben, si vous pincez de part de la coronale droite, vous allez attirer vers votre doigt l'orbite, donc elle va être attirée vers le haut et vers l'arrière, alors que de l'autre côté, on va avoir une bosse frontale compensatrice. Et c'est pareil avec la trigonocéphalie, simplement on pince au milieu du front, et donc on se retrouve avec un front pincé triangulaire. La brachycéphalie, c'est pas vraiment une craniosténose simple, mais on peut quand même la citer, c'est l'association des deux sutures coronales qui sont fermées. Et donc, c'est comme si on pinçait de part et d'autre des deux sutures coronales cette fois. Et donc, on va avoir un raccourcissement antéro-postérieur avec un élargissement transversal. La brachycéphalie, c'est un petit peu différent des autres. C'est plus souvent vu dans un cadre syndromique. Voilà, donc c'est la diapo un petit peu importante pour nous pour faire le diagnostic. On va un petit peu en reparler en regardant les images. Ce qui est important, c'est que c'est un diagnostic qui va être essentiellement clinique. C'est-à-dire que le diagnostic il peut être porté absolument dès la naissance. Il n'y a pas vraiment d'examen paraclinique qui s'impose à la phase initiale. Souvent, moi, je vois des enfants avec une échographie transfontanellaire parce que ça paraît être la bonne idée de faire une échographie. On se dit, on ne va pas irradier les enfants. Sauf qu'en fait, l'échographie transfontanellaire, elle est très bien pour décrire les ventricules, pour décrire éventuellement les espaces sous-arachnoïdiens, mais le radiologue ne va absolument pas pouvoir confirmer ou infirmer un diagnostic de craniosténose. J'ai des collègues en France pour lesquels les radiologues, qui ont un radiologue référent qui arrive à leur faire des échographies des sutures. Ça ne sera pas réalisé en routine. Même à la T-Bone, je pense qu'il n'y a personne qui soit vraiment trop intéressé à ça.
Je n'ai pas non plus poussé parce que ça ne changerait pas vraiment ma conduite à tenir. Donc, du coup, voilà, retenez que l'échographie dans les crâniosténoses, ce n'est pas très pertinent. On pourrait dire qu'on fait une radio du crâne. L'interprétation est souvent difficile. Ce qui m'embête un peu avec les radios du crâne qui seraient faites en ville, c'est que, par exemple, pour confirmer ou infirmer une scaphocéphalie, l'interprétation est un petit peu difficile. Il peut y avoir une superposition avec la suture métopique. Et moi, j'ai vu déjà des enfants arriver un petit peu tard à la consultation parce qu'initialement, il y avait une radiographie du crâne qui avait été faite, mais qui avait été mal interprétée. Et donc, voilà. D'une façon générale, c'est un petit peu difficile à interpréter la radiographie du crâne. Et voilà, pour le radiologue, il faut vraiment bien connaître les problématiques de crâniosténose pour arriver à faire le diagnostic. Donc, d'une façon générale, et ça doit simplifier normalement la tâche, quand on a une vraie suspicion clinique, eh ben, il faut envisager une consultation de neurochirurgie. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui n'ont pas de craniosténose en consultation, mais qui me sont adressés pour suspicion de craniosténose. Eh ben, ce n'est pas grave. Je préfère en voir beaucoup tôt pour pas grand-chose que d'avoir des retards diagnostiques après et d'arriver après l'âge chirurgical. Donc, quelques exemples avec des photographies. Donc, ça, c'est une scaphocéphalie, bien entendu. Donc, bon, c'est une vue préopératoire. Vous avez ce crâne qui est allongé d'avant en arrière. On peut avoir un bombement frontal plus ou moins accentué. Certains enfants vont avoir une prédominance postérieure avec plutôt le chignon occipital qui est bombant, alors que pour d'autres, ça va être le bombement frontal. L'examen que l'on fait quand même de façon systématique, c'est le scanner. Et là, pour le coup, le scanner, moi, j'aime bien l'organiser moi-même parce qu'en fait, on fait un scanner sous anesthésie générale avec un protocole d'étude des sinus veineux associé. Bon, ça, pour le coup, on le fait à la Timone en hôpital de jour avec un protocole qui est bien codifié. On le fait peu de temps avant la chirurgie. Comme ça, on a toutes les informations qui nous aident pour la chirurgie. Donc, c'est pour ça que moi, voilà, dans les conseils que je donne, que ce soit au pédiatre ou médecin généraliste, je préfère voir les enfants en fait sans bilan d'imagerie initiale. Je sais que ce n'est pas tout à fait l'habitude que vous pouvez avoir avec certains médecins spécialistes qui vous demandent de faire un bilan tout à fait complet avant de vous voir en consultation. Là, ce n'est pas trop le cas. Ce qui est important dans la scaphocéphalie, c'est qu'on a cette crête sagittale palpable. Si vous avez un enfant avec un crâne qui est un petit peu allongé, il faut l'interroger sur ses habitudes de sommeil, effectivement. On parlera tout à l'heure des déformations crâniennes positionnelles. C'est plutôt rare, mais la dolicocéphalie positionnelle, c'est les enfants qui dorment avec la tête systématiquement tournée. Donc ça peut arriver d'avoir une déformation crânienne positionnelle qui ressemble beaucoup à la scaphocéphalie. Ce qui est important, c'est de palper la ligne médiane sur le haut du crâne. Et vraiment, vous voyez, on a cette crête qui est bien visible sur le scanner et qui correspond à la fermeture complète. Il n'y a pas de suture en fait dans la scaphocéphalie, elle est fermée. Donc, c'est quelque chose qui est confirmé bien sûr par le scanner, mais cliniquement, quand on a une crête, il n'y a pas trop de doute. On est sûr à quasiment 100% de trouver après la scaphocéphalie. Chose importante, qui est particulièrement vraie pour la scaphocéphalie, si on regarde la courbe du périmètre crânien de ces enfants, ils sont généralement plutôt à la partie haute de la courbe. D'accord ? Parce que la croissance compensatrice va leur faire un front bombant et un occiput bombant. Et si on doit mesurer les volumes, ils n'ont pas un volume crânien qui est particulièrement important, mais en tout cas, sur la mesure du périmètre crânien, ils sont généralement à la partie haute des courbes. Donc, il ne faut pas se rassurer en se disant ça ne doit pas être une craniosténose parce que le crâne grandit beaucoup. À la limite, au contraire, c'est même plutôt un contre-argument. Et c'est vrai qu'intuitivement, on a un petit peu cette image, on se dit craniosténose, crâne fermé, donc il ne grandit pas. En fait, il grandit, mais de façon déformée. Et les problèmes n'arrivent pas, les problèmes liés à la compression du crâne, ils arrivent plus tard. D'accord ? Donc là, c'est le même enfant en post-opératoire. Donc vous voyez qu'on est passé d'une forme ballon de rugby à une forme ballon de foot un peu crevé, on va dire, mais en tout cas beaucoup plus arrondi. Ça, c'est un enfant qui a une trigonocéphalie. D'accord ? Alors les stigmates bien visibles, donc en vue supérieure, on a le front triangulaire. C'est comme si on avait pincé de part et d'autre de la suture métopique, la suture qui est donc au milieu du front. Il y a des petits signes qui s'associent. Alors, bon, j'ai peut-être pas pris la meilleure photo, c'est peut-être pas très, très flagrant chez cet enfant, mais on retrouve comme s'il a associé des replis cutanés au coin interne des yeux. On le voit peut-être plus sur son œil gauche à lui.
où on a un petit repli cutané. On appelle ça les épicanthies. C'est assez caractéristique quand on a une fermeture précoce de la suture métopique d'avoir ça. D'accord, voilà. Donc c'est un petit détail en plus. En termes de scanner, voilà ce que ça donne. Donc, bien sûr, en vue supérieure, on se rend bien compte de l'absence de développement des bosses frontales. Et donc, on a un élargissement plutôt postérieur aux dépens des bosses pariétales. Donc, à la phase initiale, que ce soit la scaphocéphalie ou la trigonocéphalie, le cerveau a une pression qui est relativement normale, mais il y a quand même un effet de compression qui va se faire. Ici, l'effet de compression il va se faire sur les lobes frontaux, et par la suite, ça peut effectivement poser problème. Il faut différencier la trigonocéphalie, qui est une maladie qui relève de la chirurgie, d'une situation qui est à la limite d'être pathologique, mais en fait qui ne l'est pas, qui est la crête métopique isolée. Alors on en voit énormément, je pense que je n'ai pas un jour de consultation sans voir une ou deux crêtes métopiques isolées. Ce sont des enfants pour lesquels vous allez palper la crête métopique qui fait vraiment un relief. Donc vous allez avoir une crête qui sera palpable de la racine du nez jusqu'au bregma, donc au niveau de la fontanelle antérieure. Généralement, c'est vrai que c'est ces enfants-là qui vont avoir une fontanelle antérieure qui sera fermée précocement. Cette crête, elle peut même parfois être visible. D'accord ? Parfois, c'est les parents qui voient effectivement la racine cutanée associée, qu'on retrouve aussi dans la trigonocéphalie, comme un petit angiome satellite au milieu du front, satellite de la suture métopique. Les fameux épicanthies, c'est-à-dire les replis au coin interne des yeux, qui peuvent même parfois donner un peu une impression de strabisme. On a l'impression que les enfants ont un strabisme convergent qui louche. En fait, non, ce n'est pas qu'ils louchent, mais ils ont ces replis au coin interne des yeux qui empiètent un petit peu sur le blanc de l'œil en dedans. Mais en revanche, ils ont les bosses frontales qui sont normalement développées. Quand on les regarde en vue supérieure, ils ont des bosses frontales bien rondes et on n'a pas cet aspect de fermeture du bandeau orbitaire. Donc, ce n'est pas une indication de prise en charge chirurgicale. Et en fait, la crête, elle ne va pas se raboter toute seule, mais on va avoir un épaississement avec la croissance du reste de la voûte du crâne, ce qui fait que généralement, aux alentours de 3 ans, on ne voit plus et on ne palpe plus cette crête. Il y a aussi une composante familiale. Assez souvent, on s'aperçoit que chez le papa ou chez la maman, il y avait un petit peu la même chose. Ce n'est pas systématique, mais voilà. Donc voilà, crête métopique isolée, ça ne veut pas dire trigonocéphalie. Quand on a des belles bosses frontales bien larges, il ne faut pas s'inquiéter effectivement d'un risque de trigonocéphalie. On n'évolue pas généralement de la crête métopique isolée vers la trigonocéphalie. Alors, bon là, quand je fais ce cours en présentiel, je lance généralement un petit sondage pour savoir de quel type de craniosténose il s'agit. Donc, c'est une plagiocéphalie antérieure. On a cet aspect qui est asymétrique. Généralement, je fais un petit débat sur le côté pathologique. Est-ce que c'est son côté droit à elle ou son côté gauche? Et généralement, j'ai un peu du 50%, 50% dans les réponses. Pour les parents, généralement, le côté pathologique, en regardant cet enfant-là, c'est du côté de son œil gauche, parce qu'il est un petit peu plus fermé. Alors qu'en fait, c'est pas ça. La fermeture, elle se situe au niveau de la suture coronale droite. Imaginez, on pince de part et d'autre de la suture, donc c'est pour ça l'orbite est attirée vers le haut. Et ce qu'on a du côté gauche, c'est la croissance compensatrice. D'accord ? Donc, si on regarde le scanner en vue supérieure, c'est bien la suture coronale droite qui est fermée, qui a disparu. Vous voyez une sorte de méplat au niveau supraorbitaire du côté droit. Vous voyez que la bosse frontale du côté droit, elle est ascensionnée, alors que la bosse frontale gauche est exagérée. Elle est un petit peu plus marquée que ce qu'elle devrait être. D'accord ? Donc, il s'agit d'une plagiocéphalie antérieure droite. Et on a cet aspect de scoliose faciale. Alors, bon, la photo, c'est difficile, elle n'est pas prise complètement de face, mais on a une scoliose faciale un petit peu en croissant de lune. Ça prédomine au niveau de l'arête du nez parce qu'il y a une torsion qui se fait sur la base du crâne. Alors, petit détail sémantique et donc d'étymologie, plagiocéphalie, tout le monde pense que ça veut dire tête plate et c'est la source de beaucoup de confusion. En fait, ça veut pas dire ça. Moi, je croyais ça au début. J'ai pas fait de grec, mais c'est du grec. Plagiocéphalie, ça veut dire tête tordue. Plagio, ça veut dire la torsion. D'accord ? Et là, c'est quelque chose qu'on comprend bien quand on regarde ce scanner. En fait, il y a un effet de torsion qui se fait sur
le front, les orbites et la base du crâne. Ça n'a rien à voir avec le côté plat. D'accord. Donc ça, c'est la vraie plagiocéphalie. D'accord, la crâniocétose par fermeture d'une suture coronale. L'aspect de torsion, on va l'avoir si on imagine que les structures fronto-orbitaires sont un parallélépipède. Avec la plagiocéphalie antérieure, on a cet aspect de torsion que l'on voit bien sur ce schéma. Quelques mots sur les crâniofaciosténoses syndromiques. Bon, généralement, il y a moins de problèmes pour faire le diagnostic d'un crâne anormal, mais ça peut quand même arriver. Je vous montre cette photo parce qu'en fait, c'est la photo d'une jeune fille qui nous est arrivée tard en consultation parce qu'elle vient de l'étranger, elle ne pouvait pas être prise en charge chez elle. Ça donne un faciès particulier. En fait, on a un déficit de la croissance du crâne, mais aussi de la croissance des os du visage, notamment du maxillaire. Elle n'a pas des globes oculaires qui sont plus volumineux que la moyenne, c'est simplement qu'il n'y a pas de couverture supérieure et inférieure. Il n'y a pas l'enveloppe osseuse autour. Donc, ça donne un aspect de pseudo-exorbitisme. Et sur la photo, elle n'est pas en train de sourire, elle est juste en train de respirer, en fait. Donc, elle a une respiration qui est buccale exclusive. Donc, c'est des enfants qui vont avoir généralement une nécessité de VNI nocturne, parce qu'ils font des apnées, ils ont un syndrome obstructif souvent assez important. Donc voilà, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. C'est neurochir et maxillo. Et puis on a les pneumopédiatres et les ophtalmos qui sont bien entendu également sur le coup. Le but de la chirurgie crânio-faciale, il y a quelques années, on va dire il y a 15-20 ans, les personnes qui faisaient ça vous auraient dit c'est pour les crâniosténoses simples, c'est de l'esthétique. Bon. Alors certes, effectivement, il faut améliorer le pronostic esthétique et morphologique parce que effectivement, grandir et avoir une scolarité avec un crâne anormal et un visage anormal, c'est compliqué. Quand on parle avec des jeunes gens qui ont eu une scaphocéphalie non opérée parce que non diagnostiquée, même s'ils ont une tête qui ne paraît pas complètement anormale, tous ils disent que leur scolarité a été un enfer, qu'ils ne pouvaient pas aller à la piscine parce que ça leur plaquait les cheveux, que ça a été quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc ce n'est pas à balayer d'un revers de main cet argument, mais ce n'est pas le seul argument. Plus on avance dans les recherches, plus on s'aperçoit qu'en fait, ces enfants sont à risque d'évoluer vers une hypertension intracrânienne chronique. Et si on n'a pas une hypertension intracrânienne chronique avérée, avec des critères cliniques vrais, les études les plus récentes montrent quand même que les enfants non opérés ont des scores de QI qui sont inférieurs aux enfants opérés, qui eux-mêmes ont des QI comparables à la population normale. Donc, libérer la suture pathologique, c'est aussi une importance par rapport au développement du cerveau. Et puis, toute la problématique ophtalmologique, je vous ai montré des orbites anormales, et effectivement, la prise en charge chirurgicale a aussi pour but de préserver le pronostic de vision et notamment de vision binoculaire. Le calendrier de prise en charge, ça aussi, c'est la deuxième diapo importante, en fait. Donc, j'insiste, la consultation, il faut qu'elle soit la plus précoce possible. Nous, on n'a pas de problème à avoir des tout petits bébés. Je pense vraiment que ça ne sert à rien de se dire c'est vrai, la tête est bizarre, mais écoutez, on verra si ça s'arrange. On va attendre encore un petit peu, peut-être que ça peut aller mieux. Voilà, moi d'une façon générale, même si je sais que à chaque fois que je dis ça, après j'ai des consultations avec beaucoup d'enfants qui n'ont pas de crâniosténose, mais bon, c'est pas grave. D'une façon générale, je préfère faire des consultations précoces parce que c'est trop dommage si après on opère les enfants trop tard. Après, les parents veulent à tout le monde et tout, c'est compliqué. Le scanner, c'est moi qui l'organise parce que on essaie d'irradier un minimum les gens, donc les enfants. Donc, on va faire un scanner qui sera fait sous sédation. Si on fait un scanner et qu'il n'est pas fait dans les bonnes conditions, on est toujours un petit peu embêté. Et on ne va pas refaire le scanner pour ne pas doubler l'irradiation, mais on n'aura pas forcément l'information qu'on voulait avoir. Dans la mesure du possible, on essaie de faire un bilan ophtalmologique, surtout pour les atteintes qui concernent les orbites, avec un bilan oculomoteur en fond d'œil. Et puis, on va faire une correction chirurgicale qui sera quand même assez précoce. Donc, pour les scaphocéphalies, l'âge idéal pour opérer est entre 4 et 6 mois. D'accord ? Donc, ça fait tôt. C'est-à-dire que quand
l'enfant, vous l'avez vu une première fois à 1 mois ou à 2 mois, bon, bah, vous l'envoyez en consultation. Nous, si on le voit à 3 mois, bah, il nous reste 1 mois pour organiser la consultation d'anesthésie, le scanner, le protocole d'érythropoïétine pour lui augmenter un peu l'hémoglobine avant le bloc qui va prendre 3 semaines. Vous voyez on y est très très vite à 4 mois. Donc c'est vrai que perdre 1 mois parce qu'on se pose des questions, c'est presque un peu dommage. Les autres formes de crâniosténose simple, celles qui touchent les orbites, qui vont impliquer une correction un petit peu plus importante, on opère entre 7 et 9 mois de vie. D'accord. Alors pour les scaphocéphalies, pourquoi j'insiste sur le délai précoce de 4 à 6 mois, c'est que quand on opère de 4 à 6 mois, on peut faire une chirurgie sous endoscopie. C'est-à-dire qu'on va faire juste 2 petites cicatrices de 4 cm, une au sommet du crâne en regard de la fontanelle et une plus postérieure. Et en utilisant un endoscope, on va pouvoir faire le remodelage et libérer la voûte crânienne là où elle est fermée. Au-delà de 6 mois, les instruments qu'on utilise pour l'endoscopie n'arrivent plus en fait à couper l'os. Et donc, on est obligé de faire une chirurgie ouverte, avec une cicatrice qui va d'une oreille à l'autre. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les résultats sont bons aussi, mais en termes de fonction cicatricielle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, c'est des enfants qu'on va surveiller pendant toute leur croissance crânio-faciale, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc, il va y avoir une surveillance notamment ophtalmologique. On fait un scanner à 1 an et c'est normalement le seul examen de contrôle que l'on va faire. On ne va pas multiplier les rayons. Donc, il y aura un scanner avant l'opération, un an après, et normalement, c'est tout pour les scanners. Donc quelques exemples de chirurgie. Alors là, la photo, je ne sais pas pourquoi elle passe pas très bien, elle est complètement saturée. Bon, c'est pas très grave. Donc le principe, par exemple, pour la plagiocéphalie antérieure, c'est de garder un point fixe au niveau, qui va faire une charnière au niveau de là où j'ai mis l'étoile. On va découper un bandeau orbitaire qu'on va faire avancer pour réaliser une détorsion en fait du bandeau orbitaire. Et donc après, je découpe un nouveau front en fait, qui prend en compte la position des 2 bosses frontales et qu'on va ensuite repositionner sur le volet. On s'aperçoit que quand on suit les enfants, la chirurgie crânio-faciale ne suffit pas à donner un bon résultat. Ça, c'est une petite fille qui avait été perdue de vue. Elle avait été opérée, c'était M. Lénard qui l'avait opérée il y a quelques années. Et puis, voilà, on insistait peut-être un peu moins sur l'importance du suivi. Donc, elle avait été opérée pour une plagiocéphalie antérieure. Si on regarde au-dessus de la ligne bleue et en cachant la partie basse du visage, en fait, le résultat en lui-même de la chirurgie est bien. En fait, les 2 bosses frontales sont au même niveau, les 2 yeux sont au même niveau. Simplement, quand on regarde l'ensemble, on a cet aspect de scoliose faciale. Et ça, en fait, c'est lié au fait que l'asymétrie des orbites va faire que l'enfant va avoir tendance à avoir une hyperaction il y a 2 mécanismes qui sont intriqués, mais en gros, on va avoir une hyperaction ici du muscle petit oblique au niveau de l'œil droit, qui va faire que cette petite fille, pour voir le monde à l'horizontale, elle est obligée de pencher un petit peu la tête vers la gauche. Et grandir avec la tête penchée d'un côté, ça induit la persistance de cette scoliose faciale. D'accord. Donc nous, après la chirurgie, une fois que le temps chirurgical est fait, on insiste vraiment sur la prise en charge ophtalmo. Donc généralement, c'est l'équipe de l'hôpital Nord qui prend en charge ces enfants, et ils vont peut-être avoir parfois plusieurs opérations pour équilibrer l'oculomotricité. Et c'est par là que passe la suite de la correction. La trigonocéphalie, en fait, le point fixe, il va être au niveau de l'étoile ici, et on va avancer de chaque côté le bandeau orbitaire. Je ne sais pas comment ça sort chez vous, mais chez moi, les images elles sont très, très saturées, je suis désolé. Bon, en fait, on fait une transposition aussi de volets, c'est-à-dire en fait est déplacé et on prend un volet sur le sommet du crâne. Ici, c'est une brachycéphalie. On voit un exemple de ce qu'on peut faire pour une craniosténose plus complexe. Alors ici, c'est un syndrome de Crouzon. Vous voyez, quand elle est née, cette petite fille, elle avait une fermeture
on avait commencé par faire, j'avais fait une résection de la suture sagittale comme pour une scaphocéphalie. Et secondairement, en fait, c'est propre à la crânio-fasciocutaneuse de Crouzon. Les autres sutures se sont fermées, elles ne grandissaient plus que par la partie haute du crâne. Vous voyez, elle avait cet aspect très allongé. Donc là, c'est une situation où on va faire ce qu'on appelle une distraction postérieure, c'est-à-dire qu'on va agrandir le crâne par l'arrière. Donc c'est un système qu'on va visser sur le crâne avec des petites antennes qui dépassent de la peau. Vous voyez à gauche l'image juste après la chirurgie avec le volet qui est coupé, et à droite on voit l'écartement qui est obtenu. C'est une distraction ostéogénique, comme on fait pour les allongements de membres pour les achondros. Voilà, la petite fille avec les antennes qui sortent, et en fait tous les jours on fait un tour le matin, un tour le soir, et ça fait gagner 1 mm par jour, et en tout on gagne entre 2 et 3 cm, et c'est efficace comme croissance, et c'est des chirurgies qu'on fait de plus en plus souvent parce qu'en termes de tolérance, même si c'est impressionnant, ben ça fonctionne très très bien, et ça donne de très bons résultats en termes de gains volumiques. Là, c'est une petite fille qui avait une maladie de Crouzon avec une luxation du globe oculaire. En fait, quand elle est arrivée, il a fallu anticiper les choses un petit peu rapidement parce que son globe oculaire était tombé sur sa joue. Donc là, ça ne se voit pas au moment de l'anesthésie, même si on voit l'érythème important, mais elle avait vraiment le globe oculaire qui était luxé. Donc là, l'expansion, elle s'est faite vers l'avant. D'accord, c'est une expansion fronto-faciale. Voilà, donc là, c'est l'exemple. Ça, c'est ce qu'on fait pour ces crânio-fasciosténoses syndromiques. En fait, on va faire ce qu'on appelle une avancée frontofaciale monobloc. C'est quelque chose que je fais avec le docteur Audrey Gallucci, qui est chirurgien maxillofacial. Donc, on va détacher le front, les orbites et le maxillaire de la voûte et de la base du crâne par différentes incisions, et on met en place le système de distraction, et on va allonger l'espace de distraction d'1 mm par jour environ, jusqu'à avoir fait de la place pour le cerveau, pour les orbites et aussi pour la filière ORL. Donc ça, c'est les découpes. Voilà, au bout d'un mois de distraction, on va gagner jusqu'à 2 à 3 cm. Donc voilà, d'un point de vue morphologique, parce que ça compte aussi, voilà ce que ça peut faire gagner. On voit déjà qu'elle respire bouche fermée, et au niveau orbitaire, on voit également grave, avec nécessité d'une prise en charge précoce. Le diagnostic, il peut être clinique, mais il peut être aussi photographique. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on m'envoie des photos en me disant ouais, voilà, Grégoire, j'ai un petit doute. J'ai pris cet enfant en photo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut le voir en contre de difficulté? Et puis, il y a une nécessité d'un suivi pluridisciplinaire pendant toute la croissance crânio-faciale. Ce n'est pas des interventions et puis c'est one shot et puis on n'en parle plus. Même si c'était ce qui était dit il y a quelques années, maintenant on sait que ces enfants, il faut continuer à les suivre pendant toute leur croissance. Parce que même si c'est rare, il y a quand même des circonstances où le gain de volume qu'on a donné par la première chirurgie ne suffit pas, et où il peut y avoir nécessité d'une réintervention. Donc voilà, ça c'est les points que je vais vous faire passer sur les crâniosténoses. Je pense que je continue sur les déformations crâniennes positionnelles, à moins que vous ayez des questions particulières sur les crâniosténoses, et si vous voulez, on verra les questions après. Donc, moi j'ai participé à un travail, on a fait une petite fiche mémo avec l'HAS pour faire une fiche sur la prévention des déformations crâniennes positionnelles, de façon à être cohérent avec les recommandations pour la mort inattendue du nourrisson. D'accord ? Donc, c'est un groupe de travail où il y avait des pédiatres qui avaient particulièrement travaillé notamment sur... Alors, je ne sais pas si c'est que chez moi, mais on t'entend pointiller, Grégoire. Sur les mesures pour limiter un petit peu plus sur les déformations. Ça fait longtemps ? Ça fait 2-3 fois. Mais ça ne dure pas longtemps. Hein. D'accord. Écoute, je vais peut-être me déconnecter, reconnecter. Ah, si tu veux, ouais. Ouais, parce que là,
là, ça s'aggrave en fait. Ouais, bon. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ouais, c'est mieux, c'est pareil? Bon, vous me direz. bah, là, pour l'instant, ça coupe pas. Bon, écoute, bon, ça va. Donc, je disais, donc, dans ce groupe de travail, il y avait des pédiatres, des médecins généralistes, des kinés, des ostéopathes, donc des neurochirurgiens comme moi, bon, qui travaillons plus sur les craniosténoses. Il y avait un neurochirurgien de Lyon qui est un défenseur de l'intérêt des orthèses crâniennes, donc des casques. Donc, on a essayé avec tout ça de faire un petit peu un compromis et des recommandations qui soient bonnes pour tous les professionnels de santé en se basant sur ce qui était prouvé, ce qui était publié dans la littérature. Et donc, bon, la fiche a, je pense, un intérêt, elle est consultable et vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Donc, je redis encore une fois, pourquoi est-ce que je parle de déformation crânienne positionnelle? Tout simplement parce que souvent les gens considèrent que plagiocéphalie, c'est la tête plate. Et en fait, voilà, donc la tête plate, c'est autre chose. Plagiocéphalie, ça veut dire tête tordue. D'accord? Donc c'est pour ça que le terme plus correct, c'est de parler de déformation crânienne positionnelle. Vous trouverez dans la fiche de l'HAS un rappel sur les facteurs de risque de mort inattendue du nourrisson. Donc, avec le couchage en position ventrale, le risque d'enfouissement que ça implique, tout ce qui est matériel de contention, tous les objets qu'on peut être amené à mettre dans le lit, la qualité de l'air aussi, hein, le tabagisme, tout ça, ce sont des facteurs de mort infantile du nourrisson. La prévention de la mort infantile du nourrisson, elle est aussi répétée. Et il faut être cohérent avec ça, d'accord? Dans la prévention de la déformation crânienne positionnelle, on peut tout à fait être cohérent avec ça. Il reste recommandé de coucher systématiquement le nourrisson sur le dos, d'accord? Donc le matelas ferme, le lit à barreaux avec une bonne aération, sans tour de lit. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout en opposition avec ce que je vais vous dire. Les facteurs de risque, là je vous ai repris, hein, c'est juste une capture d'écran de la fiche de la HAS que vous pourrez aussi consulter. Les facteurs de risque de déformation crânienne positionnelle, globalement d'un point de vue statistique, on s'aperçoit que ça apparaît beaucoup plus fréquemment dès qu'il y a une situation pathologique, que ce soit sur la grossesse ou dans la période de la naissance, la période périnatale. D'accord ? Dès qu'on va avoir un enfant prématuré, une grossesse gémellaire, un problème qui justifie une hospitalisation un petit peu prolongée à la maternité ou en néonat. Tout ça, ce sont des facteurs de risque d'avoir une déformation crânienne positionnelle. Il va y avoir les facteurs qui sont liés à la mobilité du nourrisson. Donc là aussi, la prématurité intervient comme ça. Beaucoup de les syndromes malformatifs, hein, les pathologies du développement, toutes les pathologies neurosensorielles vont, du fait qu'elles entraînent une diminution de la mobilité, vont entraîner une déformation crânienne positionnelle. Puis il y a les facteurs environnementaux, donc la façon dont les parents s'occupent de leur enfant, ça joue aussi, hein, même si on ne cherche pas à culpabiliser particulièrement les gens. Si on a un déficit d'interaction entre le nourrisson et les adultes, c'est quelque chose qui assez clairement favorise ce type de déformation. Et surtout, et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, et là pour le coup, ce n'est pas un problème de culpabiliser les parents, mais c'est surtout d'informer les futurs parents. C'est tout ce qui va être contention et tous les dispositifs d'installation des enfants. D'accord ? Donc je vais en reparler un petit peu. Le diagnostic, vous m'entendez bien ? Ouais. Le diagnostic, il est vraiment clinique. D'accord ? Sur la gauche, on a les déformations crâniennes positionnelles. D'accord ? Donc là, c'est toujours pareil. Quand on parle de
Moi, je préfère parler de pseudo-plagiocéphalie. Hein. Dans les courriers que je vous envoie, vous comprendrez quand je parle de pseudo-plagiocéphalie, c'est par opposition à la plagiocéphalie vraie, qui est une craniosténose. Donc, la plagiocéphalie, on a une déformation qui se fait en parallélogramme. D'accord ? On a effectivement un aplatissement postérieur qui est plus d'un côté que de l'autre, et on a cette déformation avec un défaut d'alignement des oreilles, des bosses frontales qui vont être aussi asymétriques. Et en fait, tout ça va se faire de façon harmonieuse. Hein, sur l'image qui est vraiment sur la gauche, c'est l'exemple typique. Quand vous regardez l'enfant en vue supérieure, c'est vraiment quelque chose que vous allez voir. Alors les oreilles, des fois, on ne les voit pas bien en vue supérieure, hein, parce qu'avec la forme la forme de la tête du bébé, les bosses pariétales peuvent cacher les oreilles. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre les doigts au niveau des oreilles, au niveau des conduits auditifs externes, et vous verrez très bien que au niveau où c'est aplati, eh ben, ça avance, ça avance. Donc, si vous avez un aplatissement droit, vous allez très bien voir que le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe du côté droit sont avancés. Et on verra cette bosse frontale du côté droit qui sera aussi plus avancée. D'accord ? Et ça se fait en parallélogramme. Donc, gardez à l'esprit cette image du parallélogramme parce que vous ne serez pas pris en défaut, vous n'aurez pas d'erreur. D'accord ? Donc, toutes ces formes de tête un petit peu bizarres, si vous avez cette déformation qui est dans ce sens-là, c'est bon, vous êtes sur du positionnel. D'accord ? Donc, la forme au milieu, on va dire, c'est la pseudoplagiocéphalie sans retentissement antérieur. Et la forme qui s'appelle pseudo-brachycéphalie, eh ben, en fait, c'est qu'on a un aplatissement, on a des bosses pariétales qui sont très écartées l'une de l'autre, et on a un aplatissement postérieur, mais qui se fait de façon symétrique. D'accord ? Donc ça, généralement, ce sont des bébés qui sont très sympas, les brachycéphalies postérieures, qui posent aucun problème à leurs parents. Généralement, ils n'ont pas de reflux, ceux-là. Ils sont très sages, ils restent là où on les pose, ils ne sont pas du tout embêtants, mais ils ont la tête plate. Voilà, d'accord ? Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'enfant sympa qui bouge pas, qui est généralement plutôt bien portant, qui pose aucun problème sur les repas. C'est pas celui qui va réveiller ses parents la nuit. Et c'est important pour la suite, hein, parce que c'est caractéristique. Qui fait ses nuits à la sortie de la C'est maternité, ça, tout ça, tout ça. celui qui fait 8 heures de sommeil avec voilà, les deux parents qui n'ont pas de cerne après. Mais ils viennent en consulte. Par contre, 6 mois après, ils ne comprennent pas. Et puis à droite, vous avez ce qu'on voit quand on a une craniosténose qui pourrait être confondue avec une déformation crânienne positionnelle. Vous voyez que ce n'est pas cohérent. Parce qu'en fait, que ce soit une craniosténose liée à une fermeture de la suture coronale droite ou de la suture lambdoïde du côté droit, eh ben, c'est comme si on avait pincé de part et d'autre de la suture, d'accord ? Et on n'a pas le parallélogramme, on a une sorte de trapèze un peu bizarre. Voilà, ça, c'est pas cohérent, ça, c'est pas normal, ça, c'est suspicion de craniosténose. Et ça arrive effectivement des fois qu'on se dise oh, bah, c'est une déformation crânienne positionnelle, le crâne est asymétrique derrière et tout ça. Et puis en fait, on finit par nous les envoyer. En fait, il y a aussi une craniosténose associée. Mais ça se voit très bien en vue supérieure. Vraiment, il ne peut pas y avoir de doute. Si on a cette image-là en tête, normalement, on ne doit pas avoir de problème. Alors, l'examen, donc, il est clinique. Donc, il faut avoir regardé l'enfant en vue supérieure, comme je vous l'ai dit. Pas hésiter à mettre les mains au niveau des oreilles parce que vraiment, ça vous permet de voir le décalage au niveau des oreilles. Et puis, quand on a ces déformations asymétriques, bien sûr, il faut regarder comment est la rotation cervicale. D'accord ? Donc, on peut faire un suivi d'objet, voir un petit peu comment l'enfant suit. Quand un enfant qui a 5-6 mois, quand on lui agite des clés autour de la tête, on va le voir tourner la tête. Alors, du côté où en fait, il est un petit peu aplati, vous allez voir que son menton va sans problème aller toucher son épaule. Et alors que de l'autre côté, il va surtout faire tourner les yeux parce que c'est inconfortable pour lui. Il faut passer le cran de la bosse. Et puis en plus, il a cette petite rétraction musculaire qui fait qu'il n'aime pas trop. Et quand vraiment il va vouloir aller regarder dans le coin, en fait, il va avoir tendance à décoller son épaule contralatérale du plan du lit parce qu'il n'arrive pas vraiment à tourner la tête. D'accord ? Ça, c'est pour les plus grands. Hein. C'est autour de 5-6 mois. Mais c'est vrai que c'est un nourrisson qui a la tête fixée, tournée vers la droite. Et quand on n'arrive pas en passif, sur un mouvement passif, à lui faire tourner la tête de l'autre côté, simplement en passant la main au niveau de l'occiput, en faisant tourner passivement. Si on n'arrive pas à faire ça, ça veut dire on est quand même dans une situation de torticolis congénitale qui va nécessiter une rééducation par un kinésithérapeute. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre la cause. Généralement, en fait, les parents
ont l'image du crâne de leur enfant, comme celui d'une poterie en argile pas assez cuite, qui serait donc un crâne trop mou qu'on aurait mis sur un plan trop dur. D'accord ? Et donc, du coup, intuitivement, si on a cette idée en tête, la solution, ça va être de mettre un support de plus en plus mou. Et ça, c'est contre-productif. Ça ne marche pas, parce que ce n'est pas ça la cause. Ce n'est pas la souplesse du crâne, ce n'est pas son caractère mou qui est responsable de la déformation. Ce n'est pas un problème de couchage sur un plan trop dur. C'est un manque de mise en jeu de la musculature occipito-cervicale au cours des périodes de veille. Donc, en fait, ça se passe surtout quand les enfants sont éveillés. Si on regarde, en fait, qu'est-ce qui va arrondir et développer l'arrière-crâne de l'enfant, c'est le travail des muscles de la chaîne occipito-cervicale qui s'insère sur l'arrière du crâne et notamment jusqu'à la protubérance occipitale externe. Les enfants qui ont une tête toute plate, c'est parce qu'en fait, il n'y a rien qu'à tirer sur leur protubérance occipitale externe. D'accord ? Ce n'est pas l'aplatissement par le plan trop dur, c'est tout simplement le muscle qui n'a pas bougé. Donc, les vrais coupables, alors, dans la ligne des accusés, on a ça, le transat. Le transat, c'est bien pratique, il est sage quand on le met dans le transat. On lui met un petit cale-tête derrière, comme ça il bouge encore moins, c'est parfait, il est bien attaché de toute façon parce que en sécurité. Et pour peu qu'il soit un peu tenté d'aller regarder à droite, à gauche, dans le petit champ de vision qui lui reste, on va lui mettre les jouets droit devant. Donc, ce qui fait que sur 60 degrés de champ visuel, il a à peu près tout ce qui peut l'intéresser. Et il n'a pas besoin de bouger, d'accord ? Donc, on va le stimuler comme ça, on va faire bouger tout ce qui est devant lui. Donc, il enverra un petit peu les mains éventuellement, mais il n'aura pas besoin de bouger la tête pour sa stimulation. Ça va être ça. Alors ça, c'est encore mieux, le Kokuna Baby, parce qu'il faut essayer de reproduire le confort qu'il avait en in utero. Donc là, c'est mou, donc ça ne peut pas le déformer puisqu'il est bien dedans. En fait, il ne bouge absolument pas. D'accord ? Donc, c'est complètement contre-productif. Ça, c'est un petit peu embêtant. Enfin, le maxi-cosy, c'est très bien, on le sait, pour les déplacements en voiture, c'est très bien, mais c'est tellement bien qu'en fait, on peut être tenté d'attraper l'anse du maxi-cosy et puis on sort comme ça de la voiture, puis on le pose dans l'appartement, et puis puisqu'il était bien là-dedans, on va le laisser là-dedans et il reste un petit peu trop. Ça, c'est un coussin anti-tête plate. Donc, vous avez des patients qui vont acheter ça. Le coussin anti-tête plate qui est tout mou, qui les cale. On achète ça en prévention et ils ne vont surtout pas bouger. On va avoir ça aussi. Le tapis d'éveil, c'est super, le tapis d'éveil pour favoriser la mobilité de l'enfant. Mais le problème, c'est qu'on se dit, si en face de lui, il a juste le plafond tout blanc, c'est pas intéressant pour lui. Donc, on va lui mettre des jouets. Et en fait, en lui mettant des jouets, on lui met tout dans son champ visuel et on ne va pas l'inciter à aller à la recherche des choses de son environnement. Et donc, ces enfants, ils restent comme ça avec une vision qui va se limiter à ce qu'ils ont droit devant eux. Et ça ne va pas les encourager à bouger beaucoup. Donc, en période de veille, un enfant, il faut le laisser en mobilité libre. D'accord ? Alors, l'idéal, bien entendu, c'est l'enfant qui, de lui-même, aime être sur le ventre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut souvent essayer de les encourager. Alors, il vaut mieux installer un enfant sur le dos sur un tapis d'éveil sans avoir les arceaux au-dessus et lui mettre des jouets de part et d'autre parce que de lui-même, au bout d'un moment, regarder le plafond tout blanc, ça ne va pas l'intéresser. Donc, il va aller chercher à droite et à gauche les jouets. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi de se mettre avec lui à ras du sol pour lui montrer que quand on est sur le ventre, c'est pas si mal. Parce que dans un premier temps, pour lui ou elle, quand on se met sur le ventre, c'est comme si on faisait tourner son référentiel à 180 degrés. C'est l'inverse de la tortue, qui n'est pas bien quand elle est sur le dos. Le bébé qui a toujours l'habitude de regarder le plafond, quand on le met sur le ventre, il va avoir l'impression qu'on a fait tourner son monde à 180 degrés. Donc, il faut quand même un petit peu s'habituer à ça. Et il faut lui faire prendre conscience que c'est comme ça que c'est rigolo. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est... Alors voilà, quand on est en décubitus ventral, généralement, l'enfant qui n'a pas l'habitude, notre ami, celui qui est pseudo-brachycéphale, qui est super sage, le jour où vous le voyez à la consultation à 6 mois et que vous l'installez sur le ventre, sur votre table d'examen, vous allez voir les parents horrifiés, mais qu'est-ce qu'il fait ? On ne le met jamais comme ça ne se fait pas. Et donc, vous allez voir qu'il aura, à 6 mois, il n'a même pas forcément le réflexe de mettre ses avant-bras en avant. D'accord ? Donc, il faut l'aider.
il faut lui placer les avant-bras en avant en position sphinx, comme ça, pour qu'il ait le réflexe après de se redresser et d'évoluer après secondairement vers un rampage et un quatre pattes qui sont des étapes très importantes. Qu'est-ce qui se passe quand on a cette mise en tension de la musculature occipito-cervicale? On va développer une protubérance occipitale externe. D'accord? Donc, on va avoir cette petite bosse qui apparaît à l'arrière du crâne. Au début, c'est discret. Même parfois, les parents ne s'en rendent pas forcément compte et ne voient pas ça comme un progrès. C'est-à-dire que vous allez avoir des enfants dont les parents en fait, ont écouté vos conseils, qui sont allés voir un kiné, qui ont travaillé sur la mobilité, mais ils viennent me voir après en me disant ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas parce que voilà, quand on regarde de profil, il est toujours pareil, effectivement. Mais par contre, quand on touche le bas du crâne, cette bosse-là, il ne l'avait pas il y a un mois, vous êtes bien d'accord? Ah ben oui, c'est vrai, il ne l'avait pas il y a un mois. Mais bon, ça leur paraît pas être un progrès très significatif. Ils aimeraient bien que la bosse pariétale qui est complètement aplatie en haut soit plus basse. Et puis, on leur montre aussi que non seulement on a cette bosse qui est apparue, mais il y a une petite concavité au-dessus de la bosse. Alors là, c'est encore pire. Avant, c'était plat, maintenant, c'est creux. Ben oui, parce que tout simplement, on a les muscles qui tirent, qui se sont mis à tirer, alors avec un peu de retard, donc il faut rattraper le retard. Donc, on commence par développer une protubérance occipitale externe, et au-dessus de cette protubérance, on a un petit creux. Et en fait, c'est par là qu'on gagne une convexité. D'accord? Et qu'on finit par avoir après une convexité qui va se normaliser. Quand on regarde en vue supérieure, alors on aimerait bien en fait que ça se corrige comme ça. On a nos deux bosses qui sont complètement asymétriques. On aimerait bien que la bosse qui ici est figurée à gauche, elle se recentre ou je ne sais quoi, et avoir un progrès qui se fait comme ça. En fait, ces deux bosses-là qu'on voit au bout des flèches, ce sont les bosses pariétales. Et en fait, ce n'est pas ces bosses qu'on va voir évoluer. C'est beaucoup plus bas. On va voir la protubérance occipitale externe qui commence à apparaître. C'est-à-dire que là où avant, en passant la main, on avait un B plat, on va commencer à avoir un petit bombement tout en bas. Ça ne paraît pas être un progrès significatif, mais petit à petit, cette protubérance occipitale, elle va attirer le reste de l'écaille occipitale et elle va finir par entraîner une correction qui va être significative et qui va faire que cet enfant arrivé aux alentours de 3 ans, on ne se rendra plus compte qu'il a eu une déformation crânienne positionnelle. D'accord? Mais ça passe par un travail de repositionnement. Et là où je vous remonte ce schéma, c'est parce que les gens qui veulent vous vendre à vos patients des orthèses crâniennes, donc des casques, ils vont commencer par mesurer ces deux diamètres que j'ai figurés avec des flèches. Et ils vont calculer le rapport entre ces deux flèches. Et en fait, quand vous en serez là, le rapport, il n'aura pas changé. Il sera toujours le même. Et donc, on pourra toujours dire, vous voyez, ça n'a pas progressé, il faut vraiment lui mettre un casque. Sauf qu'en fait, les progrès, ils seront quand même énormes et que, de toute façon, vous serez attaqué à la cause et que ce n'est pas avec cette mesure des deux diamètres qu'on arrivera à le mettre en évidence. Donc, sur le papier de l'HAS, il y a une forte recommandation à travailler avec les kinésithérapeutes en cas de défaut de mobilité cervicale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il faut y aller assez vite. Dès qu'on a l'impression qu'il y a une limitation de la rotation cervicale ou qu'on fait un diagnostic de torticolis congénitale, il faut bien sûr faire une kinésithérapie et aller jusqu'à la normalisation de la rotation de façon symétrique. Dans le groupe de travail, on avait des ostéopathes, donc l'ostéopathie a été un petit peu discutée. Il n'existe pas d'argument scientifique qui a été retenu pour aller vers l'ostéopathie crânienne. Notamment, alors moi, c'est vraiment quelque chose auquel je n'adhère pas du tout, c'est tout ce qui va être mobilisation des sutures. Je pense que ce n'est pas le bon mécanisme. Par contre, moi, j'ai travaillé avec des ostéopathes, notamment sur la Timone, qui font un travail complémentaire, voire même plus poussé que ce que peuvent faire les kinésithérapeutes, mais plus pour favoriser la mobilité cervicale. D'accord? Donc pour moi, l'ostéopathie, si elle a une place, c'est vraiment à ce niveau-là. Ce n'est pas dans la mobilisation supposée des sutures. Pour ce qui est de la question de l'orthèse crânienne,
Donc là aussi, hein, on avait un neurochirurgien qui travaille dans une équipe où on met des casques. Bon, pour autant, ce qui apparaît dans la littérature, c'est que si on compare les enfants qui ont bénéficié du casque aux enfants qui ont bénéficié de mesures de repositionnement, certes, avec l'orthèse crânienne, ça va peut-être un petit peu plus vite sur la correction, mais à 3 ans, il n'y a pas de différence significative. D'accord ? Donc, voilà, le recours à l'orthèse crânienne doit être vraiment très, très limité. Ça ne doit pas être une solution que l'on propose en routine. Puis mon sentiment, hein, je vous l'ai déjà un petit peu dit, on a ces déformations crâniennes positionnelles parce qu'on a des parents qui achètent trop de matériel et donc qui se font un peu avoir avec le matériel de puériculture. La solution, c'est certainement pas de continuer à acheter du matériel. Hein. Les casques qui coûtent 5 000 euros, c'est pas une solution. C'est pas une solution à cette problématique, qui est une problématique relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Hein, jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas du tout ces problèmes de déformation crânienne positionnelle, ou alors elles étaient voulues, et c'est des civilisations précolombiennes en Amérique du Sud. Mais voilà, dans notre civilisation, on n'avait pas ces problèmes de déformation crânienne positionnelle parce que tout simplement, on avait moins d'éléments pour fixer et pour empêcher la mobilité des enfants. Donc l'indication de l'orthèse crânienne, elle doit être exceptionnelle et il a été considéré qu'il fallait la réserver aux équipes qui étaient en mesure de faire une évaluation crânio-faciale des enfants. Un point aussi important, c'est le lien entre déformation crânienne positionnelle et troubles du développement, parce que c'est des choses qui apparaissent dans certains articles dans la littérature, où il pourrait y avoir une surreprésentation des enfants avec un retard de développement parmi les enfants qui ont une déformation crânienne positionnelle. Donc, le lien a été fait dans ce sens-là par certaines personnes. Généralement, ce sont des gens qui ont quelque chose avant, qui ont fait la flèche dans ce sens-là, en se disant, bah oui, les déformations crâniennes sont voyeuses de développement, puisqu'on a cette représentation. C'est bien entendu dans l'autre sens qu'il faut voir le problème, c'est-à-dire que si vous allez dans un service de neuropédiatrie, où vous avez des enfants qui ont des maladies musculaires, des maladies neurologiques, des maladies génétiques, ben, ils ont donc du coup un problème de tonus musculaire et un problème de mobilité. Et donc, ce problème de mobilité est responsable de leur déformation crânienne positionnelle. C'est dans ce sens-là que ça se produit et certainement pas l'inverse. Le cerveau, même s'il s'élargit un petit peu avec le crâne qui s'élargit latéralement, il trouve tout à fait sa place. Il n'y a pas de problème de fonctionnement. On n'est pas comme dans la problématique de la craniosténose. Donc, les déformations crâniennes positionnelles ne donnent pas de retard de développement. Les points à retenir, donc il faut bien conseiller les futurs parents. Il faut vraiment, c'est une problématique qui va croissante. Hein, donc vraiment, il faut leur dire, c'est pas la peine d'attacher tout le temps votre enfant. Hein, il va pas faire une fugue à 4 mois. Donc quand il est éveillé, c'est tapis d'éveil, sans arceau dessus, et on peut le laisser bouger. D'accord ? Quand il dort, c'est un matelas ferme, sans tour de lit. Si on a un déficit de la mobilité cervicale, il faut faire une rééducation par le kinésithérapeute et il faut aussi inverser toutes les sources de stimulation. D'accord ? Assez souvent, quand on a des enfants qui dorment dans la même chambre que les parents, on s'aperçoit que l'enfant tourne la tête du côté du lit des parents. Et donc, il faut leur faire penser à inverser les positions pour changer la source de stimulation. Donc, ça, c'est important à faire. Mettre tout en place pour favoriser la mobilité libre et puis rassurer les parents, donc c'est important. Bien leur dire qu'il n'y a aucun retentissement fonctionnel sur le développement du cerveau. Ça, c'est quelque chose qui les rassure encore. Moi, quand je les vois, ils sont rassurés par cette information qu'ils n'avaient pas forcément. Ils avaient vu des informations contradictoires sur Internet généralement. Et donc, ça leur fait du bien de savoir que le problème qui se pose, c'est un problème morphologique, c'est un problème esthétique. C'est pour ça qu'ils sont en train de se poser des questions. Il y a un très bon pronostic morphologique quand on corrige les facteurs favorisants avant l'âge de 5 mois. Ça, c'est très clair. Quand les parents s'y prennent avant 5 mois, généralement, à 1 an, la déformation elle devient difficile à voir. Et puis, j'insiste aussi là-dessus, il ne faut pas dire « c'est rien, ça va rentrer dans l'ordre », sous-entendu, ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Quand vous faites ça, vous allez avoir une perte de confiance de la part des parents qui disent mais ils nous disent que c'est rien, mais moi je vois bien que c'est pas rien, je l'ai vu sur Internet de toute façon, et puis de toute façon ça s'améliore pas. C'est pas rien, c'est quand même quelque chose, c'est un symptôme,
c'est le symptôme d'un problème de mobilité et sur lequel il faut mener un travail, il faut mener un interrogatoire pour savoir comment est-ce que les parents se comportent avec leur enfant, comment est-ce qu'il est gardé, qu'est-ce qu'on fait quand il est éveillé, comment est-ce qu'il dort. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un problème, même si les conséquences ne sont pas graves, il faut le prendre en compte et essayer de corriger ces différents points. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Bon, désolé si la connexion était un petit peu hachée, j'espère que vous avez pu entendre l'essentiel. C'était fantastique. J'ai un seul regret, c'est de ne pas t'avoir sollicité plus tôt pour cette soirée parce que j'ai appris énormément de choses. Tu as bien resitué les choses qui me paraissent importantes, effectivement, pas louper une craniosténose. On a un peu parlé au téléphone l'autre jour, mais c'est vrai que nous, on voit quand même plutôt des pseudo, des déformations positionnelles plutôt que des craniosténoses, mais voilà, les déformations positionnelles, il ne faut pas les rater. Et tu nous as donné les clés pour que ça ne nous arrive plus, ou le moins souvent possible. Donc, je vais laisser les autres membres discuter, mais en tout cas, moi, tu as répondu à toutes mes questions. Bon, tant mieux. Non, moi juste, merci beaucoup. Effectivement, moi j'ai beaucoup appris. Juste une remarque, le bébé à 1 mois en intra-auriculaire, je suis pas sûre que ce soit facile à faire pour la vision supérieure. Alors non, Mais... vous mettez pas en intra-auriculaire, mais vous mettez les doigts en regard. D'accord, parce que sur le coup, j'ai eu la vision du bébé à 1 mois en essayant de le tenir comme ça. J'ai trouvé ça assez drôle. Juste, vous mettez les doigts en regard pour faire un petit repère. Et c'est vrai parce qu'en se mettant en vue supérieure, les bosses pariétales cachent un petit peu les oreilles. On n'arrive pas forcément bien à se rendre compte, mais il peut y avoir un décalage de parfois jusqu'à 2 cm. Et c'est vrai qu'en mettant les doigts en regard des conduits, quand on rebascule après notre tête à nous pour voir en vue supérieure, on voit le décalage. Mais c'est vrai que je n'avais pas la notion de l'importance de la vue supérieure. Du coup, je pense que je vais rajouter une phase d'examen systématique. Et surtout, en fait, tout est vu. En vue supérieure, on comprend tout. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'avais plus une remarque aussi, mais merci pour la présentation et merci pour la feuille HAS aussi, enfin la fiche mémo HAS. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une problématique comme ça avec des patients, en fait, qui était juste une plagiocéphalie positionnelle, mais avec des parents très, très inquiets. Voilà, qui, même après avoir vu une neurochirurgie, ils restent très, très inquiets. Et donc, du coup, je suis allée voir un petit peu et je suis tombée sur cette fiche HAS et qui est bien faite. Et j'en ai même fait une petite synthèse pour moi, l'imprimer au cabinet pour les patients. Ah oui, bien sûr. Ouais, le reproche, voilà, c'est un groupe de travail. On a fait une première fiche pour les professionnels et il est évident qu'il y a un gros manque d'informations pour les familles. Non, il faudrait faire une fiche d'information qui soit même dans le carnet de santé et tout ça, même si ce n'est pas une problématique majeure de santé publique, parce que quelque part, on a envie tous de se détacher de ça parce qu'on sait que ce n'est pas si grave. Mais en fait, pour les gens, c'est une source d'inquiétude majeure de voir le crâne se déformer. Et c'est vrai qu'ils manquent tous d'informations et il y a quand même une plainte, quoi. C'est vrai que les parents d'enfants de 8-9 mois à qui on finit par donner cette information, à 8-9 mois, c'est déjà un petit peu plus compliqué de corriger le tir. Et ils ont tous un petit peu de ressentiment. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas expliqué ça à la maternité? Pourquoi est-ce qu'on nous a vendu un cocoon à baby? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas avant que la façon dont on installe nos enfants ne va pas poser de problème? Alors pour le coup, il y a vraiment un consensus avec les pédiatres pour dire que tout ce matériel, quand j'ai mes enfants, ils ont eu un transat aussi, hein, mais c'est une erreur. Voilà, on immobilise beaucoup trop nos enfants. Du coup, il y a probablement une action à faire auprès des sages-femmes également. Je sais pas il y avait des sages-femmes dans le groupe HAS aussi, effectivement, alors je ne sais pas si ça apparaît dans la fiche, mais qui parlait effectivement d'ajouter ce point d'information sur les informations qu'on donnait effectivement aux futurs parents. Ouais. Mais même au niveau des commerçants, je sais que effectivement les tours de lit, les youpalades, ça c'est le genre de trucs qui nous rend déjà fou alors qu'on le sait. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'avoir un coussin qui s'appelle anti-tête plate et qui va provoquer typiquement l'aplatissement, c'est juste aberrant de voir à quel point c'est un message qui n'est pas le commun, on va dire.
Effectivement, aux maternités, etc., c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus Et bon, valorisé. voilà, moi, les déformations que je vois, enfin voilà, sans aucun préjugé social ou quoi que ce soit, c'est plutôt effectivement, plus on va être dans des familles où on a eu une liste de naissances conséquente, plus on va avoir des déformations crânio-positionnelles importantes. Les familles de Comoriens, où ils ont un beau crâne bien arrondi souvent. Hein, donc voilà, c'est quand même c'est en lien avec des modes de vie occidentaux et relativement récents. Un mode de vie qui a 20-30 ans. Quoi, hein. D'accord, il n'y avait pas ça avant. Souvent, quand vous avez hors période Covid, quand il y a toute la famille qui vient, vous avez les grands-parents qui sont là aussi pour la consultation, ils disent tous, mais nous, on ne les installait pas comme ça, les enfants, avant. Et on n'avait pas ces problèmes de tête plate. Donc, il y a quand même un bon sens populaire qui est conscient de ça, quelque part, je pense. J'avais une question aussi quand même qui me revient, c'est est-ce que du coup une plagiocéphalie positionnelle, en grandissant, du coup les enfants gardent quand même Ça la arrive, tête ouais. plate, ou est-ce qu'il y a une récupération avec la croissance? Alors, il y a une récupération. Alors, pendant la première année de vie, la correction par la correction des facteurs étiologiques est importante et c'est vrai que le repositionnement est important. Au-delà d'un an, bien entendu, c'est la croissance qui continue à améliorer les choses. Maintenant, voilà, si on fait nous, on voit bien sur les scanners de traumatologie en pédiatrie, vous avez à peu près 40% d'une génération qui a une déformation asymétrique. Mais bon, généralement, à partir du moment où vous n'avez plus un bébé sur les genoux, on ne s'en rend plus compte. Hein. C'est le caractère asymétrique de l'arrière-crâne, c'est quelque chose qui, d'un point de vue esthétique, devient secondaire à partir du moment où l'enfant marche et il commence à avoir des cheveux. Alors quand c'est sur un bébé, les parents, j'arrive pas à leur faire comprendre ça. Vraiment, ils pensent vraiment que ça va rester quelque chose d'horrible. Mais en fait, même si l'asymétrie persiste, au bout d'un moment, plus personne ne s'en rend compte. Quoi. Et c'est vrai que quand on fait des études sur les scanners, c'est 40 à 50% des générations actuelles qui ont des bosses pariétales asymétriques. Voilà. Mais si, globalement, la croissance améliore quand même les choses. Hein. Au niveau facial, en tout cas, il y a une très très bonne amélioration. Hein. Tout ce qui est asymétrie des bosses frontales et du massif facial lié au caractère positionnel, c'est corrigé par la croissance. C'est au niveau postérieur que c'est un peu plus difficile. Et vraiment, voilà, porter une attention, montrer aux parents que et la petite bosse ici, la petite protubérance qu'on appelle la protubérance occipitale externe, c'est vraiment ça qui est le début en fait de la correction. Quand ils ont l'impression qu'ils font des séances de kiné pour rien, que tout ce qu'on leur a dit de faire et qu'ils ont bien fait, ça sert à rien, il faut leur montrer cette bosse-là. Moi, généralement, quand je les vois, ils ont vu des gens avant moi, hein, donc ils ont déjà eu des conseils. Et je leur dis, où est cette bosse-là? Il n'y était pas il y a un mois. Ah ben non, c'est vrai, il n'y était pas il y a un mois. Il y a un mois, c'était tout plat. Mais ils ne voient pas ça comme un progrès, d'autant que c'est creux au-dessus. Donc, ils ne voient pas forcément ça comme un progrès. Pourtant, c'est vraiment le début de la correction. Voilà. Je pense aussi pour les parents, ce qui est important, c'est finalement le schéma que vous aviez montré. C'est pas, on recentre pas. Oui, tout à fait. Je pense que ça, une fois qu'on a ancré ça, du coup, Ouais. on comprend mieux justement le. Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Oui. C'est un schéma qui est bien fait dans la fiche. Je viens de voir la fiche. Il est dedans, c'est vrai qu'il est bien fichu. Voilà. Et je ne résiste pas à l'envie de te demander comment on fait pousser la bosse des maths. Pas toi, Lionel. En faisant la tortue, en levant la tête. Il te l'a dit, il a montré la photo, ça fait la bosse. Je suis désolé, tu dois l'entendre 100 fois par jour. Mais bon, j'ai pas résisté. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tu t'as prévu un buffet, Lionel, non? J'ai prévu un apéro Zoom avec des chips. On avait prévu que tu restes jusqu'à minuit. D'accord. Et puis, s'il n'y a plus de questions au-delà, c'est bon, on peut arrêter la D'accord, réunion. on va dormir. Bon.
Bon, Moi, juste une petite remarque. Par rapport, j'ai bien compris, merci pour la présentation d'ailleurs. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de retard au niveau du développement du cerveau, que c'était un point de vue esthétique, mais au niveau, on va dire, de la posture. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une asymétrie, si ce n'est pas corrigé, par exemple au niveau des ATM, des choses comme ça peut entraîner quand même des tensions, que ce soit au niveau du cou, au niveau positionnel. Donc, je pense que c'est aussi quand même intéressant de Alors, bien pousser sûr, mais en à… fait, on revient on revient au fait que cette déformation est le symptôme de quelque chose. C'est pas la déformation en elle-même qui va entraîner le trouble postural secondaire, c'est le trouble postural qui est en train de s'installer, en fait. Et la déformation asymétrique du crâne, euh, même si, alors effectivement, quand on discute avec les maxillos, avec mes collègues maxillos, ils confirment bien hein, qu'ils ont énormément d'adolescents qui ont des asymétries de croissance maxillofaciale, mandibulaire, des asymétries sur les ATM. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en fait, il faut quand même, voilà, sur le développement du cerveau, parce que c'est l'inquiétude numéro un, il faut quand même insister sur le fait qu'avoir un crâne asymétrique n'entraîne pas un développement asymétrique du cerveau. Et effectivement, il faut aussi se dire, attention, maintenant qu'on vous a dit que son cerveau serait normal, il y a quand même un problème. Il y a un problème de mouvement, il y a un problème postural, et c'est ça qui entraîne cette asymétrie. Donc moi, je suis pas du tout pour le message qui consisterait à dire c'est rien du tout et ça va passer tout seul. Parce qu'en plus, c'est pas rien. Effectivement, on a tous envie d'avoir les enfants le plus beau possible. Donc, rien que l'argument morphologique, il est important, mais c'est aussi de se dire que, bah, quelque part, c'est le symptôme de quelque chose. Et effectivement, les retentissements qu'on peut avoir après, bon, ils sont quand même assez modérés. On n'a pas non plus on n'a pas non plus des retentissements fonctionnels, notamment au niveau facial. Globalement, l'essentiel, fort heureusement, des déformations crâniennes positionnelles, le seul fait d'avoir une croissance avec un port de tête qui est verticalisé suffit à avoir un tuteur vertical sur la croissance crânio-faciale. Mais voilà, je suis d'accord sur le fait que c'est qu'il se passe quelque chose et ce quelque chose, il est lié au mouvement, en fait, initialement. Donc, il faut pas minorer en fait, ce symptôme, faut le considérer et le prendre en compte. Je suis d'accord avec ça. Bon, évidemment, je plaisantais, on ne va pas arrêter à minuit. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, mais on va se laisser encore quelques secondes de réflexion. Merci beaucoup, Grégoire, pour ta présentation. C'était vachement chouette et très utile. Merci à vous. Et donc, pour tous les autres prochaines soirées, alors c'est dans 3 semaines, ça va arriver vite parce que là, d'habitude, on fait nos soirées le deuxième jeudi du mois et là, c'était le troisième parce que jeudi dernier, c'était férié. Donc, dans 3 semaines, on refait notre soirée sur l'activité physique adaptée. Soirée qui avait eu peu de succès parce qu'elle tombait le soir de l'annonce du premier confinement. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, on va la refaire avec le docteur D'Alessandro qui s'occupe du dispositif à la mairie de Salon pour nous expliquer comment on rentre nos patients, quels sont les critères d'adaptation pour rentrer dans ce dispositif et comment on fait pour prescrire tout ça. Donc, ça sera le 10 juin. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci encore, Alors, Grégoire. Ah, juste, pardon. non, Lionel, tu Vas-y, pourras Fanny. juste, peut-être que je ne serai pas la seule intéressée, mais de récupérer du coup les coordonnées, surtout Oui. mail peut-être. Comme ça, au Oui, moins, c'est typiquement le genre de truc où c'est vrai que si on peut éviter un déplacement et rassurer des parents avec 2 photos vues d'en haut, j'ai bien compris, et potentiellement de derrière, ou si on a un il y a doute. pas de problème. Essayez de m'envoyer des photos avec un petit peu de compression parce que sinon, enfin, je sais que j'en reçois pas mal et ça bloque très, très vite des boîtes de l'APHM qui n'ont qui ont pas une grosse capacité. Et puis, si vous n'avez pas de réponse, ça peut être que justement les photos ne sont pas passées. Donc, un petit message à côté pour dire je vous envoie un message. Comme ça, je sais qu'il y a ça à rechercher. Et quand les photos ne passent pas ou que vous en avez beaucoup, je vous donne à l'occasion mon numéro de portable aussi. Parce que parfois par SMS ou par WhatsApp, ça passe mieux. Super, mais merci beaucoup. Mais de rien. En espérant ne pas avoir trop le faire, mais.
Oui, mais enfin, statistiquement, ça va vous arriver. Donc, Voilà, c'est ça, c'est toujours rassurant. sur 2500 naissances, hein, les crânioséneuses. Donc, on est dans les maladies rares, mais en Et fait, présente. ouais, voilà. 2500 enfants, on les voit quand même. Ouais, ouais. J'ai pas vu la petite blague. Oui, effectivement, c'est dangereux pour le nez, la position en syrinx. Ouais. Nez ou boss, il faut choisir. Voilà. Désolé, c'est Lionel qui me contamine. Ouais, je sais. On le connaît. Au bout d'un moment. Bon, en tout cas, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.